à tous, bienvenue à l'émission Rencontre. Cette année, le rapport d'activité du gouvernement chinois annonce un objectif de croissance d'environ 5,5% pour 2022. Pourquoi 5,5%? Quelle direction l'économie chinoise va-t-elle prendre? Aujourd'hui, nous allons en parler avec nos deux invités, M. Ding Yifan, professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing et chercheur principal à l'Institut Taihe, et M. Ludovic Weber, directeur général de Saint-Gobain pour la région Asie-Pacifique. Bonjour. 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 Et dans son rapport d'activité, le gouvernement chinois a fixé l'objectif de croissance de cette année à 5,5%. Monsieur Ding, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire, ce chiffre? En fait, 5,5%, c'est un objectif assez ambitieux parce que si on prend, bien sûr, l'année dernière, en 2021, nous avons eu un taux de croissance de 8,1%. Mais c'est par rapport à l'an 2020, parce qu'en 2020, nous avons seulement un taux de croissance de 20 et quelques pourcents. Donc en moyenne, en 2020 et en 2021, la Chine a eu un taux de croissance en moyenne de 5,1%. Donc si cette année, en 2022, nous fixons la barre à 5,5%, il y a déjà une augmentation de la croissance, de la prévision de la croissance. Donc cela veut dire qu'on va essayer de faire des efforts pour promouvoir la croissance avec des mesures qui vont essayer d'améliorer à la fois la qualité et la vitesse de la croissance. Et M. Weber, comment analysez-vous ce chiffre? Je rejoins tout à fait les analyses qui viennent d'être exposées. 5,5%, c'est clairement supérieur aux prévisions internationales dont on entendait parler, qui étaient plutôt autour de 5%, parfois même un peu en deçà de 5%. Et qui plus est, cela intervient dans un contexte complexe, dans un contexte très trouble, avec d'une part le Covid, bien entendu, qui génère des risques, avec une inflation galopante, extrêmement importante et qui fait peser un risque sur la confiance des ménages et des investisseurs également, et puis avec la situation en Ukraine. Donc en affichant un objectif de 5,5% environ, le gouvernement affiche clairement une ambition et une direction claire qui est qu'en 2022, l'économie et la place des enjeux économiques seront prégnants dans les décisions qui seront prises par le gouvernement. Et en tant qu'entreprise, bien entendu, on prend cela plutôt positivement pour l'environnement des affaires. Et vous êtes entrepreneur et vous vivez à Shanghai depuis plus de 5 ans. Quel regard portez-vous sur le développement de l'économie chinoise ces dernières années? Oui, effectivement, j'ai la chance d'avoir travaillé en Chine depuis déjà 2 ans et j'ai pu constater le développement de l'économie. La première chose qui me vient à l'esprit en parlant du développement chinois, je pense comme tout occidental et tout européen que je suis, c'est la rapidité. C'est la rapidité du développement. Tout va extrêmement vite. Le développement des infrastructures, la modernisation de la qualité de la vie, l'amélioration de l'environnement, l'urbanisation, tout va très très vite. Je pense que c'est la première chose qui interpelle. La deuxième chose dont j'ai envie de parler, c'est le pragmatisme. Les choses vont très vite. Comme toujours, quand on prend des décisions rapides, parfois on se trompe. On corrige très vite. Donc, c'est un développement qui est rapide, qui est très pragmatique, et qui s'adapte aux réalités de l'environnement. Donc c'est un deuxième aspect qui m'interpelle. Et le troisième et dernier aspect que j'ai envie de citer, c'est le caractère, le souci de faire de cette croissance une croissance durable, une croissance de long terme, et de préférer un ralentissement de la croissance en tenant compte des enjeux de très long terme, comme par exemple l'environnement, les enjeux sociaux, les enjeux d'inégalité. Et donc on voit que de plus en plus, ces enjeux de long terme, ces enjeux sociétaux, environnementaux, sont prégnants.
hein. Donc il y a un subtil mélange d'enjeux de court terme, hein, croître et se développer très vite, et de vision de long terme en prenant en compte des enjeux euh, des prochaines générations, mais qui sont cruciaux, hein, pour le caractère durable de ce développement. Et Monsieur Ding, d'après vous, quelles sont les mesures les plus importantes pour atteindre cet objectif de 5,5% cette année? En fait, le gouvernement a préparé toutes sortes de balles dans sa boîte à outils, toutes sortes d'outils, etc. Pour essayer d'arriver à cela, l'un des outils les plus importants, c'est l'augmentation de l'investissement public dans les infrastructures. Euh, Si on regarde par exemple la prévision du déficit fiscal, nous avons prévenu une augmentation d'un pourcentage. Cette année, le déficit fiscal atteindra 2,8%. Donc, ce qui, encore, selon les critères de Maastricht, par exemple, selon les critères de Maastricht, il est encore dans les lignes de permission. Donc, alors qu'initialement, on avait prévu un déficit de 1,8%. Donc, on a augmenté le déficit de 1,8 à 2,8%, ce qui permet au gouvernement d'investir beaucoup dans les infrastructures. On a planifié des projets d'investissement à l'ouest de Chine dans le domaine de la construction des infrastructures à la télécommunication, par exemple. Surtout, la Chine est en train de préparer la construction des bases de données, big data, et le système de traitement de ces données en grande quantité dans la partie ouest de Chine, ce qui favoriserait à la fois le développement de cette partie qui était sous-développée par rapport à l'est de Chine, ce qui créera des conditions de rééquilibrage du développement régional. À part ça, l'État a prévu une réduction d'impôts pour les PME, pour les petites et moyennes entreprises. Ces PME ont souffert beaucoup du Covid, de la pandémie, etc. Et l'État a pris des décisions pour soulager un peu le fardeau fiscal pour ces PME, afin que ces PME puissent avoir un peu le moyen fiscal d'augmenter l'emploi. Parce que, en fait, si on regarde le nombre de demandeurs d'emploi cette année, il va y avoir une augmentation suffisamment large parce que, dû aux activités de ralentissement de l'économie par la pandémie, mais aussi une augmentation diplômée de l'université cette année. On va faire face à plus de 10 millions de nouveaux diplômés de l'université cette année. Donc ça crée une pression énorme sur le plan de l'emploi. Et alors, qu'est-ce qui intéresse les entreprises étrangères, Monsieur Weber? Quels sont les éléments qui intéressent? Je crois que pour atteindre cet objectif de 5%, 5,5% environ, il y a un mot-clé qui est la confiance. C'est rétablir, renforcer la confiance des consommateurs, d'une part, et des investisseurs, d'autre part, parce que le contexte n'est pas très propice à développer la confiance. Pour toutes les raisons que je citais tout à l'heure, le Covid, la surinflation, la situation en Europe et en Ukraine, on a un ensemble de facteurs qui peuvent amener les acteurs économiques à freiner leurs dépenses. Hein, donc il va falloir prendre des mesures pour essayer de rétablir cette confiance en l'avenir, qui n'est pas un sujet chinois, qui est un sujet auquel font face tous les pays du monde actuellement. Et alors je pense qu'à cet égard, bien sûr, la stratégie de gestion du Covid sera un point clé pour redonner confiance aux acteurs économiques. Un point important, je pense également, concerne le secteur de l'immobilier qui s'est un peu essoufflé en 2021, et on sait à quel point
l'immobilier est important pour la confiance des ménages de façon générale et en Chine en particulier. Hein, quand on vit dans un appartement confortable, qu'on est heureux et qu'on voit que le prix de notre appartement monte, eh bien on a envie de consommer. Quand c'est l'inverse, on va plutôt freiner sa consommation. Donc je pense que la stabilisation du secteur de l'immobilier est un point important pour rétablir cette confiance qui sera un point déterminant pour atteindre cet objectif de croissance. Et par exemple, dans votre secteur, quelles sont les opportunités ou les défis? Alors nous, notre secteur Saint-Gobain, c'est principalement la construction durable. Hein, on sait que le bâtiment est à l'origine de 40% des émissions de CO2 dans le monde, si on tient compte des émissions pendant la construction et pendant l'utilisation du bâtiment, avec le chauffage, l'air conditionné, etc. Donc nous, avec la stratégie de long terme de la Chine de neutralité carbone, on voit d'énormes opportunités dans le secteur du bâtiment en proposant aux constructeurs des solutions qui génèrent moins de carbone, en isolant mieux les bâtiments, en proposant des solutions plus légères. Qui dit solution plus légère dit moins de carbone pour produire ces matériaux. Donc nous, on voit dans la feuille de route de long terme de la Chine vers la neutralité carbone une énorme opportunité de croissance et d'innovation sur le marché chinois. Mais cette fois-ci, aucun objectif concret n'a été présenté lors du discours du Premier ministre sur la neutralité carbone. Monsieur Tin, doit-on s'attendre à des mesures concrètes cette année? Tous les ans. En fait, le développement de la Chine est encadré dans le 14e plan quinquennal. Donc, dans le 14e plan quinquennal, tous les ans, il y a des objectifs de réduction carbonique. Donc, tous les ans, il y a ça. Et je pense que cette année, on va continuer à développer, par exemple, le secteur de l'énergie renouvelable. La Chine est déjà champion dans ce domaine. D'abord, la Chine est le premier producteur des appareils de l'énergie renouvelable, des panneaux solaires, des turbines éoliennes, etc., etc. Dans tous ces domaines, la Chine est aussi le plus grand utilisateur dans ce domaine-là. Et je pense qu'on va continuer, on va poursuivre sur cette voie-là. Et dans le domaine de l'énergie renouvelable, et aussi dans le domaine du développement de l'énergie nucléaire, la Chine est en coopération avec beaucoup d'entreprises européennes, en particulier des entreprises françaises. Et je pense qu'on va continuer cette année sur cette voie-là. Monsieur Weber, quelles sont d'après vous les perspectives de la croissance verte en Chine dans les années à venir? C'est vrai que durant les discours des deux sessions, on a un peu moins entendu parler de neutralité carbone et de développement vert que d'habitude, mais on en a entendu quand même parler, et je pense que cela relève du pragmatisme dont je parlais tout à l'heure, à savoir qu'on a vu en 2021, suite à des mesures extrêmement fortes pour aller vers la neutralité carbone qui ont été prises, eh bien, qu'il y a eu parfois quelques tensions sur notamment la continuité d'approvisionnement en électricité, qui nécessitait une petite correction. Donc cette correction, elle a été faite extrêmement rapidement. Et donc je pense que voilà, il y a un objectif de court terme qui est économique, un objectif de long terme qui est la neutralité carbone, et qu'ils ne sont pas incompatibles. Donc personnellement, je suis très confiant parce que le gouvernement tiendra à atteindre ses engagements, tiendra parce que responsable d'un point de vue sociétal, et également parce qu'on sait tous que sur le long terme, la Chine est également exposée au risque de changement climatique et d'augmentation du niveau de la mer. On sait que, tout comme beaucoup d'autres pays, si le niveau de la mer augmente, des provinces comme Shanghai, comme le Guangdong seront très très impactées. Donc la Chine a un intérêt très très direct à atteindre cette neutralité carbone, et je suis personnellement confiant sur le fait que cet objectif sera atteint.
Et selon le Premier ministre, cette année est également une année cruciale pour consolider les résultats obtenus après l'éradication de la pauvreté. Vous vous êtes rendu dans des régions qui souffraient de la pauvreté. Quels sont vos constats? Oui, effectivement, j'ai l'occasion de voyager un peu en Chine, d'un point de vue personnel, mais également professionnel. On a choisi de s'associer à une association, Shengmeng, qui soutenait des projets d'éducation d'enfants dans des milieux, dans des régions défavorisées de l'ouest de la Chine, Yunnan, Sichuan, Tibet, et qui les aide à moderniser leurs écoles et à subventionner des professeurs qui viennent d'autres régions pour enseigner à ces enfants. C'est quelque chose que je trouve extrêmement important, hein, que de garder ce lien sur cette réalité. Hein. On a la chance, enfin, j'ai la chance de vivre dans une région de la Chine extrêmement riche et développée. C'est important d'avoir conscience que ce n'est pas généralisé et conscience qu'il faut aider ces régions en développement parce que je pense qu'il n'y a pas de développement durable, de développement de long terme, si ce développement n'est pas un minimum partagé. Si le développement crée des inégalités croissantes, il y a un moment où ça ne peut plus fonctionner. Donc je pense que c'est quelque chose d'important. Et ce qui m'interpelle, c'est que ce sont des projets extrêmement fédérateur pour les équipes. Dès lors que l'on gagne bien sa vie, on a envie d'aider les autres. Et nous, Saint-Gobain, les employés étaient extrêmement fiers et ravis de participer à ce projet, d'aller aider des enfants. Et je pense que c'est extrêmement positif et signe d'espoir que l'on peut et que l'on va de plus en plus aider ces régions qui ne sont pas aussi développées que les régions côtières de l'Est de la Chine. Et Monsieur Ting, que pensez-vous de la prochaine étape du développement des régions relativement reculées, le travail de revitalisation rurale? En fait, oui, le gouvernement a un projet, parce qu'après l'éradication de la pauvreté absolue, la prochaine étape de développement, ce serait la prospérité commune. Et pour arriver aux objectifs de la prospérité commune, bien sûr, il faut aider les régions, les régions ou des couches de population qui viennent de sortir de la pauvreté à renforcer leur position sociale, à trouver des moyens de développement plus avancés. Et là, on vient de voir que Saint-Gobain et d'autres entreprises étrangères en Chine ont participé à ce genre d'activité, d'assistance sociale. Et c'est quelque chose de très important. Le gouvernement est en train d'organiser ce genre de travail pour des entreprises, pour des villes, etc. En Chine, il y a un système d'entraide mutuelle. Le système d'entraide mutuelle consiste à encourager les entreprises et les villes dans des régions plus développées à investir et à aller chercher des partenaires dans des régions plus ou moins reculées, arriérées. Et ceci, le système est appelé le système de jumelage. Le système de jumelage fonctionne bien parce que ça a provoqué des résultats très positifs, non seulement dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine d'investissement. Il y a davantage d'entreprises de Shanghai, de Pékin, etc., des régions développées, qui investissent davantage dans des régions comme Xinjiang, Tibet et dans l'ouest de Chine, où le niveau de développement laisse encore à désirer. Et ce genre de jumelage crée des activités, crée des opportunités d'entraînement. Et souvent, il y a un système d'échange d'officiers, de fonctionnaires. Et par exemple, un jeune cadre à Pékin aurait une espèce d'obligation d'aller travailler pendant un certain nombre d'années dans une région avec qui Pékin a des obligations de jumelage. Et souvent, un jeune officier, un jeune fonctionnaire de Pékin est censé avoir des idées nouvelles, avancées.
Et il peut aider, par exemple, s'il est nommé maire ou maire adjoint dans une ville moins grande, etc. Il peut souvent apporter de nouvelles idées de développement. Souvent, il arrive à résoudre des problèmes importants de la région que le fonctionnaire local n'arrive pas à trouver. Ça, c'est une pratique qui a été généralisée depuis une vingtaine d'années et qui ont abouti à des résultats très positifs. Guizhou, par exemple. Guizhou est l'une des provinces les plus pauvres de Chine, mais depuis ces dernières années, le taux de croissance de Guizhou était bien supérieur au niveau moyen national. Et Guizhou est en train de se rattraper avec le reste de la Chine, mais deux fonctionnaires ont joué un rôle important sur le plan de développement. L'un est envoyé par Pékin, l'autre est envoyé par Shanghai. Ces deux fonctionnaires installés là-bas ont eu l'idée de, en fait, en termes de développement économique, on parle souvent des avantages comparés ou des avantages comparatifs, pour paraphraser le franglais. En fait, ces deux fonctionnaires ont trouvé l'idée de développer les avantages comparés de la région. Les avantages comparés de la région, c'est Guizhou est très riche en ressources hydrauliques. Donc il y a des centrales hydrauliques un peu partout. Guizhou est exportateur d'électricité vers des provinces voisines. Mais Guizhou est une province avec plein de montagnes, etc. Donc l'infrastructure était difficile. Et pourtant, avec les montagnes, la difficulté d'accès, il y a un avantage, c'est que la sécurité. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, Guizhou n'était pas occupé par les troupes japonaises parce que c'est une région trop difficile d'accès. Voilà, mais ils ont pensé qu'avec ces spécificités, donc difficulté d'accès de l'extérieur, abondance d'électricité, et c'est un endroit idéal pour placer des bases de traitement de données. En fait, la big data donc nécessite sécurité, donc difficulté d'accès, mais le traitement de ces données nécessite beaucoup d'électricité. Donc Guizhou répond à ces deux critères. Et Guizhou est devenu la base de traitement des grandes données de Chine, du gouvernement chinois. Puis les autres entreprises ont suivi le pas. Les autres entreprises, Alibaba, même Google et Microsoft, toutes ces entreprises occidentales ont fait installer leur base de traitement de données à Guizhou. Donc ce qui a provoqué un enthousiasme d'investissement, a provoqué la croissance de cette province. Vous avez parlé de l'investissement étranger en Chine. Monsieur Weber, quel regard portez-vous sur l'environnement d'affaires en Chine? L'environnement des affaires, de façon générale, je trouve qu'il va en s'améliorant. Je trouve que, en tout cas, dans le secteur qui est le nôtre, Saint-Gobain, la construction durable, c'est beaucoup plus facile de faire du business maintenant qu'il y a 10 ans. L'une des raisons, c'est l'amélioration des standards de toutes sortes, des standards sociaux, des standards environnementaux, notamment pour prendre l'exemple des standards environnementaux qui s'appliquent à l'industrie en Chine. Ils sont maintenant extrêmement exigeants, parfois même sur certains secteurs plus exigeants que ce que l'on voit nous en Chine ou aux États-Unis. Et il s'applique à tout le monde. Et c'est ça qui est encore plus important, c'est-à-dire que tous les acteurs, qu'on soit un acteur étranger, une multinationale comme Saint-Gobain ou un tout petit entrepreneur local chinois, eh bien on doit respecter les mêmes règles du jeu. Donc ça crée un pied d'égalité en termes de concurrence. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup moins il y a 10 ans, qui existe maintenant, et c'est globalement favorable. C'est globalement très favorable pour des entreprises comme Saint-Gobain qui ont ces standards en Europe, aux États-Unis, que de voir les mêmes choses, le même niveau d'exigence apparaître en Chine.
hein. Donc globalement, je trouve que les choses vont en s'améliorant, et la dynamique de croissance est, elle, bien entendu, extrêmement forte. Et comment les mesures de stimulation de l'innovation changeront-elles la donne pour les entreprises qui veulent innover? Alors effectivement, pendant les 2 sessions, on a beaucoup entendu parler d'innovation, de R&D, qui est un aspect extrêmement important de développement sur le long terme. Et les mesures de soutien, qu'elles soient fiscales, subventions, seront très importantes pour les entreprises. Mais également sur le plus long terme, quelque chose qui est extrêmement important, c'est tout le système qui s'est développé autour de la protection de la propriété intellectuelle en Chine. Et ça, c'est extrêmement favorable. Pour une entreprise comme Saint-Gobain, pour une entreprise étrangère, si on veut innover en Chine, c'est extrêmement important de savoir que cette innovation, que les brevets que l'on pourrait développer en Chine puissent être protégés. Et c'est maintenant bien plus le cas qu'il y a plusieurs années. Donc ça, c'est extrêmement favorable pour l'environnement des affaires et pour le développement de l'innovation et de la R&D en Chine. Et comment l'économie mondiale va-t-elle évoluer cette année, Monsieur Ding? Y aura-t-il des incertitudes? Beaucoup d'incertitudes, parce que cette année, l'économie mondiale fait face à des défis inouïs, à des défis jamais vus. Parce qu'avec le conflit russo-ukrainien, etc., les États-Unis ont lancé, conjointement avec l'Union européenne, des sanctions économiques contre la Russie, alors que la Russie était un acteur principal d'environnement en énergie, de l'Europe, du marché international, etc. Donc, ce qui fait que le prix de l'énergie a beaucoup augmenté cette année. Le prix de pétrole, le prix du gaz, etc., alors que la Chine étant le plus grand importateur de l'énergie, du pétrole et du gaz, la Chine fait face à une augmentation de l'inflation. Et ça aurait des implications pour tous les secteurs de manufacture, parce que les productions manufacturières dépendent beaucoup du prix de l'électricité, du prix de l'énergie. Et comme l'énergie est en train d'augmenter, et ça a des impacts, ça a aussi des impacts sur les matières premières, parce que lorsque les prix de l'énergie augmentent, ça a tout de suite des répercussions sur des prix de matières premières. Le prix des matières premières commence à augmenter. La Chine est le plus grand importateur de ces matières premières, donc la Chine est affectée aussi. Et par rapport au marché extérieur, les sanctions causent aussi des incertitudes pour les marchés d'exportation. Comme il y a un certain nombre d'entreprises chinoises qui ont des projets de coopération avec la Russie, donc ces entreprises font l'objet de sanctions aussi secondairement des États-Unis et probablement de l'Union européenne. Et tout cela crée aussi beaucoup d'incertitudes pour ces entreprises. À part cela, il y a aussi le marché financier américain, parce que le taux d'inflation aux États-Unis était très élevé l'année dernière, et cette année, la Réserve fédérale, donc la Banque centrale américaine, est prête à relever plusieurs fois le taux d'intérêt. Alors, on sait très bien que la dernière fois, la crise financière à New York a été provoquée à la suite d'une élévation successive de taux d'intérêt. Et maintenant, sur la bourse de New York, les investisseurs ont un très grand souci que la politique ou le changement de cap de politique monétaire de la Réserve fédérale pourrait probablement provoquer une panique sur le marché. Et si ça arrive, et ça va aussi, c'est probablement le détonateur d'une autre crise financière internationale. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé avec nous vos commentaires. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.